Bonjour, nous recevons aujourd'hui Abel Boilly. Bonjour à toi. Bonjour Olivier. Euh, Tu es président fondateur de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Mhm. Tu as écrit un ou deux livres, je crois, un Oui. essai en 2020 qui s'appelle Qu'est-ce qu'être français. Mhm. Ma génération, elle a été beaucoup basée sur liberté, égalité, fraternité. Mhm. Je pense tu as beaucoup de choses à dire autour de ça, de la manière dont la jeunesse, dans les quartiers populaires, vit la relation aux institutions, Mhm. aux violences, à l'influence du numérique. Mhm. Et donc, on a beaucoup de sujets à discuter ensemble. Mais si au début, tu peux nous raconter rapidement ton parcours. Moi, je suis né le 10 novembre 81, donc l'année d'élection de François Mitterrand. J'ai grandi dans un quartier populaire à Paris, dans le 18e arrondissement, entre Stalingrad et Barbès, dans une famille où c'était pas facile tous les jours. C'est la maman qui tenait le foyer, vraiment. D'où le fait qu'aujourd'hui, je suis très engagé sur le sujet des violences faites aux femmes et aux enfants. Maman qui s'est sacrifiée financièrement pour que, au moins jusqu'au collège, je puisse aller dans des écoles privées, pour que je puisse voir autre chose que certaines difficultés sociales auxquelles on était exposé dans le quartier où on a grandi, ce qui m'a beaucoup ouvert, puisque lorsque j'étais à l'école, j'étais en contact avec une jeunesse, et quand je revenais au quartier avec une autre jeunesse, et ce qui était intéressant, c'était que ces deux jeunesses ne réalisaient pas qu'elles ne formaient qu'une seule jeunesse française, en fait. Et je me suis retrouvé, malgré moi, à être une sorte de trait d'union, ce qui fait mon engagement social jusqu'aujourd'hui. J'ai fait des petites études de psychologie. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'événementiel, tout en commençant mon travail aussi auprès des jeunes, d'abord dans le quartier où j'ai grandi. J'ai monté la structure il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on travaille dans toute la France. Et pourquoi ce nom? Tous uniques, tous unis. Tous uniques parce que je pense que dans un monde où on nous impose des idéaux, des modèles physiques, intellectuels, psychologiques, je pense qu'il faut être fier de ce que l'on est, peu importe ce que l'on a vécu, peu importe ce que l'on a souffert. Je pense que nous sommes tous et toutes des personnes riches et fortes et tous unis parce que je crois de façon très utopiste mais réaliste que nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Tu parlais des violences. Tu pourrais en parler un peu plus, les violences dont tu parlais, la violence de la société, les violences institutionnelles. Comment tu ressens ça? Ben, nous sommes dans une société qui est fracturée en réalité, et on parle d'unité, liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il manque le mot équité à la devise. On voit qu'il y a des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, des ghettos ruraux, des ghettos urbains, des ghettos socio-professionnels aussi. Les journalistes sont une forme de ghetto, les avocats sont une forme de ghetto, les chefs d'entreprise, voilà. Et on voit que les gens ne se parlent plus et surtout, on a perdu le sens de la nuance. C'est-à-dire que c'est soit tu es mon ami, soit tu es mon ennemi. Sur 5 sujets, on est obligé d'être d'accord sur les 5 pour avancer ensemble, alors qu'on peut n'être d'accord que sur 2 et s'enrichir par le contradictoire sur les 3 autres. Et ça, je pense que l'on a perdu et ça a participé à la baisse du niveau intellectuel de la société aussi, je pense. Et surtout, on a mis de côté des notions essentielles comme l'amour et la solidarité. Limite, on a l'air presque usé d'un bouffon, si tu me permets l'expression, lorsque l'on parle de ça. Et cette solidarité qui s'est perdue a fait que les inégalités sociales se sont accrues. Tu crois qu'on a les institutions, la République, à laisser des ghettos se construire petit à petit? Bien entendu, c'est Oui. quelque chose qui, je pense, hein, c'est un propos qui n'engage que moi, mais ça a été orchestré. On sait qu'au début, les ghettos, c'était pour la classe ouvrière, hein. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on sait que dans les années 60, 70, 80, le regroupement familial aussi a fait qu'un certain type d'ouvriers a pu quitter les ghettos et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les plus précaires, malheureusement. Et le problème n'est pas le ghetto en soi, le problème c'est surtout le manque de mixité sociale. C'est d'abord ça qui manque, avec la qualité des services publics aussi qui sont en décrépitude par rapport à ce que l'on voit dans les centres-villes. Et c'est vrai que mon rôle, néanmoins, malgré cette réalité, c'est de ne pas enfermer les jeunes dans un discours fataliste et victimaire, parce que la France reste un grand pays. Mais il faut s'organiser. D'ailleurs, je dis souvent aux jeunes, quelle que soit leur couleur de peau, hein, blanc, noir, arabe, d'origine asiatique, n'attendez pas d'être validé comme français pour vous sentir fier d'être français et vous engager dans le pays. Alors, comment tu arrives dans ce combat que tu mènes depuis Mhm. maintenant 20 ans à leur donner confiance dans la République? Déjà, il faut prendre du temps. Il faut parler de ce qui les gêne. La première chose, quand on arrive face aux jeunes, il faut leur donner la parole. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et c'est ça que les politiques ne comprennent pas. Parce qu'ils peuvent se sentir victimes de beaucoup de choses.
Ils ont raison sur beaucoup de sujets, mais ils peuvent avoir tort aussi sur beaucoup de sujets, donc il faut trouver un équilibre. Mais les jeunes demandent des espaces de parole et de liberté d'expression. Et il ne faut pas avoir peur même d'entendre des choses qui peuvent nous paraître farfelues, puisque moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas les mêmes codes que la jeunesse d'aujourd'hui. Donc moi-même qui interviens auprès de ces jeunes, j'apprends auprès d'eux. Donc souvent, les inégalités que l'on retrouve, c'est surtout les inégalités pardon, d'ordre social et aussi professionnel par rapport à la recherche d'emploi. Moi, j'ai énormément de témoignages de jeunes, même qui peuvent avoir fait des études tout à fait convenables, qui ont pu déposer plusieurs centaines de CV, on ne leur a pas répondu. Et lorsqu'ils sont passés par l'adresse du dispositif d'insertion auquel ils sont rattachés, qui se trouve en centre-ville, ben, comme par hasard, on leur répond en une semaine. Donc, ce sont des cas qui sont concrets. Et ce qu'il faut, c'est leur faire comprendre que des difficultés, elles sont là, elles existeront, mais ne pas développer un ressenti vis-à-vis de la nation et comme essayer de s'organiser justement, y compris en termes de réseau, j'ai pas peur de le dire, pour essayer de changer les choses à son petit niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui? Si Premier tu étais, engagement. si t'étais en charge d'un pouvoir, d'une baguette magique, qu'est-ce que tu imaginerais les 2 ou 3 choses les plus importantes dans ton expérience qu'il faudrait changer? Déjà, je changerais le système scolaire parce que l'inégalité commence là. On voit les études PISA, comment la France est en train de chuter dans le classement chaque année. Moi, je suis pour une réforme du système scolaire. Moi, je dis que les jeunes ont une intelligence pratique pour les uns et théorique pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains jeunes peuvent rester assis 8 heures dans une classe pour apprendre, d'autres ne le peuvent pas. Moi, je suis pour une réforme avec une indépendance des établissements dès l'école primaire, ou peut-être que dans certains établissements, il faut rester selon le modèle actuel, mais dans d'autres, il faut peut-être faire comme en Allemagne ou dans le milieu anglo-saxon, cours le matin, activités sportives et culturelles l'après-midi, avec moins de vacances scolaires, ce qui ferait que les jeunes aussi se réapproprieraient leur établissement scolaire. Moi, chez moi, ça se passe comme ça. Peut-être qu'il faut des établissements où il y a besoin de l'uniforme, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut uniformiser dans tout le pays. Et c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire. Donc aujourd'hui, l'école, c'est une usine où, comme si les élèves, c'était des bouteilles dans lesquelles il fallait mettre de l'eau ou du jus. Et ensuite, on les laisse comme ça aller dans le milieu professionnel. Et il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure. Le fait de personnaliser, de remettre aussi du cérémonial républicain, le rapport au drapeau français aussi, qui se perd beaucoup. Et je pense que ça, c'est vraiment la faute de la République, parce que quand on parle de territoire perdu de la République, ce ne sont pas les habitants qui se disent on est content d'être ghettoisés, c'est bien la République qui les a perdus. Et si tu me permets une digression pour discuter avec beaucoup de parents de ces jeunes, notamment des parents qui peuvent habiter là depuis 30, 40, 50 ans, moi j'ai souvent cette remarque, surtout chez les parents d'origine maghrébine et subsaharienne, comment se fait-il que les Blancs sont partis et que nous, on soit restés comme ça? Donc, contrairement à certains discours de prêcheurs de l'extrême droite, les gens veulent de la mixité sociale et de la mixité humaine, y compris dans ces quartiers. Et c'est pas vrai de dire que les gens sont contents de s'enfermer dans des enclaves avec toutes les dérives que l'on connaît. Donc, tout commence par l'école en réalité. Et deuxièmement, comment mieux accompagner les parents? Parce que les parents, on les a laissés. Il y a des parents défaillants, ça existe. Mais quand je vois comment on a loupé le virage du numérique, ça a laissé énormément de familles sur le bas-côté, avec des enfants qui maîtrisent mieux Internet que leurs parents. Et c'est une catastrophe. Et là, on est en train de basculer dans l'intelligence artificielle. Donc, il ne faut pas s'étonner que dans les faits de délinquance, quand on parle de trafic de drogue, de trafic d'armes ou de prostitution des mineurs, les jeunes, ils sont en avance et que Internet, c'est leur cours de récréation. Ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, donc tu fais ça depuis 20 ans, Mhm. mais ton enfance, ton adolescence, si elle avait été différente, tu penses que tu mènerais pas les mêmes combats ou c'est vraiment quelque chose que tu portes en toi? On est toujours influencé par son parcours, en tout cas quand on est authentique. Et effectivement, comme j'ai pu dire, une maman qui tenait le foyer, donc ça m'a marqué sur la lutte contre les violences faites aux femmes, le quartier dans lequel j'ai grandi. Moi-même, j'aurais pu basculer dans la délinquance. J'aurais pu moi-même, j'ai toujours cet exemple que je donne où fut un temps où j'ai voulu arrêter l'école pour ressembler entre guillemets à certains grands frères du quartier qui étaient dans le trafic de drogue, qui avaient les dernières voitures, les derniers vêtements. Et j'en rencontre un dans la rue et je lui dis, bon écoute, en plus c'était dans une phase où j'étais en décrochage scolaire, je séchais beaucoup de cours. Je me souviens, j'étais en seconde et je parle à ce grand frère soi-disant
parce que je voulais me faire recruter pour tenir un mur, en fait, et vendre de la drogue. Et à ma grande surprise, il m'engueule, en fait. Il m'engueule. Il me dit, Abel, toi, ne fais pas ça. Tu nous vois comme ça, mais tu ne sais pas à quel point on est malheureux. Tout ce que l'on montre, c'est de la para. Et il m'engueule pendant 10 minutes au moins en pleine rue. Et moi, sur le côté, comme j'ai un problème d'inversion des valeurs dans un moment de rébellion, je le prends mal. Je me dis, bah, donc, je suis pas assez bon pour rentrer dans le Dans... game, en fait. Mmh. Et c'est 2, 3 ans plus tard que j'ai compris, en fait, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Donc, on est toujours impacté par ce que l'on voit, par son enfance. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que c'est ça qui nourrit notre inspiration. Avec un autre type d'études, tu aurais fait autre chose qui t'attirait? Tu as des regrets ou tu es très heureux et... Honnêtement, aujourd'hui, je suis très heureux parce que je fais ce que j'aime ce que je fais. J'ai pas la boule au ventre quand je me lève le matin et au contraire, je n'ai même pas l'impression de travailler. Chaque semaine, je fais un tour de France. Hier, j'étais à Marseille, par exemple, dans les quartiers nord, où je suis intervenu le matin dans un dispositif, l'après-midi dans un autre. Et en fait, c'est comme si j'étais en colonie de vacances parce que j'ai tellement de plaisir à échanger avec le public, à transmettre, mais à recevoir aussi de leur part, qu'honnêtement. Et puis à côté de cela, comme tu as pu le dire, j'écris des livres sur la jeunesse. Je suis aussi dessinateur de manga, animateur 2D. Je suis un petit peu dans l'événementiel. J'aide mon épouse qui est artiste aussi. Donc, en fait, je suis totalement épanoui. Après, est-ce qu'avec un autre type d'études, la dimension sociale aurait été absente de ma vie? Je ne pense pas parce que j'ai tellement été marqué par la différence que je voyais entre la jeunesse que je voyais dans les écoles privées et la jeunesse que je voyais dans le quartier où j'étais et la dichotomie qu'il y avait entre les deux, que je pense qu'il y aurait eu une part d'une manière ou d'une autre quand même. Tu parlais des violences de la société par Mhm. rapport aux enfants, par rapport aux femmes. Qu'est-ce que tu analyses? Ben, mais Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? parce qu'on a fermé les yeux. Mais ça serait même trop facile de dire qu'il n'y aurait que les politiques qui ont fermé les yeux, tous. Il y a un sujet qui était très tabou, pardon, et sur lequel je crie sur les plateaux depuis de nombreuses années, c'est la question de la pédocriminalité en France. Il y a des chiffres qui sont effroyables. Un enfant victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes. Quand on prend les violences faites aux femmes, un viol toutes les 2 minutes 30, viol ou tentative de viol. Dans toutes nos classes à l'école, on a 2 à 3 élèves qui sont potentiellement victimes de ce fléau. Et on a fermé les yeux, et j'ai pu témoigner il n'y a pas très longtemps dans le média pour lequel j'officie que moi-même, je suis une ancienne victime de ce fléau. Donc, en avril dernier, ça a fait 30 ans. Donc, moi, ce n'était pas intrafamilial, hein. Donc, voilà, je suis tombé dans un piège et j'ai connu ça. Puis, par derrière, j'ai connu l'anorexie, les tentatives de suicide. Je suis vraiment passé par toute cette phase noire par lesquelles les victimes passent. Aujourd'hui, même des fois, quand je le témoigne aux jeunes, comme on me voit toujours en forme, les gens ont du mal à croire que je suis passé par là. Mais si, j'ai connu tout ça, en fait. Donc, ma vie, elle est marquée par de nombreuses cicatrices. Mais en fait, tout ce que j'ai vécu de négatif, je l'ai transformé en positif. Donc, oui, les fléaux, la pédocriminalité, mais aussi les violences physiques, les violences psychologiques sur les enfants, des pères, des mères qui traitent leurs enfants d'imbéciles, de personnes non intelligentes, la problématique chez les jeunes de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'affirmation de soi, qui sont 3 stades psychologiques différents. Donc il y a tout ce travail-là sur lequel il faut travailler. Et quand dans la cellule familiale, c'est compliqué, je vous avoue que sur le terrain, c'est très difficile parce qu'on peut être très enthousiaste, mais la réalité, c'est que la situation, elle est tellement grave que... Et là, ça ne concerne même pas que les jeunes de quartier populaire parce que j'interviens aussi auprès de jeunes de très bonnes familles et je retrouve les mêmes problèmes psychologiques, voire psychiques. Et on a tellement de retard qu'en réalité, on sème des graines et on espère que ça portera du fruit. Mais quand on quitte un groupe de jeunes, on n'en est même pas sûr en réalité. Et tu t'en es sorti comment, toi? Moi, c'est le dessin. Je dessine beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours permis de m'évader, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, hein. Parce qu'avec, comme je ne vois que le sale de la société, il faut bien tenir psychologiquement. Donc, je dessine beaucoup, très marqué par la culture japonaise, l'animation japonaise, très marqué par les jeux vidéo. J'aime toujours dire que je suis toujours un grand enfant. L'enfance qu'on a essayé de me voler, je l'ai entretenue jusqu'aujourd'hui. Donc oui, c'est vraiment par l'artistique et le fait de faire du théâtre aussi. Et ça me permettait justement, notamment le théâtre, par les textes que j'apprenais, puisqu'on est là
pour faire ressentir diverses émotions au travers des personnages que je jouais, eh ben, je pouvais extérioriser ce que moi-même je ressentais, en fait, hein. Tu as des frères et sœurs? Oui, alors on est une fratrie de trois. Malheureusement, le deuxième est décédé il y a bientôt 14 ans, comme on dit, d'une longue maladie, hein, comme on aime dire. Et c'est aussi une motivation parce que les deux frères qui sont encore en vie que nous sommes, nous nous battons et pour sa mémoire et pour honorer les sacrifices que notre mère a fait. Et le père? Le père, j'ai réussi à atteindre le stade du pardon, c'est-à-dire je n'ai aucun ressenti, mais il y a des sacrifices, c'est-à-dire que je me suis habitué à vivre sans lui. Donc j'aime toujours dire auprès des jeunes, mon père, je peux ne pas l'avoir en ligne pendant un mois, ça me fait rien, ma mère pendant un jour, je peux pas. Donc voilà, mais je pense que j'aime toujours dire le pardon, c'est quelque chose qui libère, même si c'est difficile, ça a mis des années à pardonner. Donc aujourd'hui, j'ai des relations que je qualifierais de courtoises et cordiales avec lui. Qu'est-ce que tu te vois faire dans 5-10 ans? Toujours la même chose? Ou il y a des choses que tu voudrais atteindre à moyen Tu terme sais, dans ta j'ai vie? touché un peu à la politique, je dirais, dans une ancienne vie, toujours en parallèle de mes activités. Le temps passe vite, hein, oui. 2014, j'ai eu une petite expérience de chef de cabinet dans une municipalité dans les Hauts-de-Seine, pas très loin d'ici. Oui, D'ailleurs, je salue le maire qui regardera très certainement le certainement. podcast, voilà, avec qui j'ai gardé de très bonnes relations. La politique, ça me plaît, mais pas à n'importe quel prix et pas en sacrifiant mes convictions. Et je crois au changement de la société par une politique noble. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué vu la confusion dans laquelle nous sommes. Mais si j'ai la possibilité d'en faire, pourquoi pas? Et tu dois faire une carrière comme le maire de Saint-Denis. Ah, Ça te tenterait? on verra, on verra. J'ai déjà travaillé sur le local, comme j'ai dit, hein, quand tu es chef de cabinet, tu es presque comme le maire, tu pas très loin en Oui, réalité, hein. oui. Tu connais bien ça. Et comme j'aime tellement bouger, plus sur des missions d'ordre national, mais peut-être que ça ne se fera pas, mais et si je ne peux pas le faire en tant qu'élu ou en tant que moi-même personne en responsabilité, aider des bonnes personnes qui ont un bon cœur à aboutir à des projets, oui. Mais moi, vraiment, mon cheval de bataille, c'est vraiment la jeunesse, les femmes, les enfants. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ta vie aujourd'hui, dans les combats que tu mènes? C'est de se sentir impuissant quand une victime te raconte des choses effroyables qu'elle a vécues. Tu es là, la personne des fois pleure devant toi, des fois vomit devant toi, et tu n'oses même pas dire la phrase «je te comprends» parce que tu peux pas comprendre en réalité. Si tu me permets de donner un exemple, Bien sûr. avant-hier, j'échange avec une maman dont malheureusement, bon, l'enfant s'est retrouvé en foyer à cause de dysfonctionnement entre les parents. Elle était battue, et puis le père, pour se venger, il a commencé à accuser la maman de n'importe quoi, et la justice étant ce qu'elle est, par moment, parce que je crois quand même en la justice de notre pays, ben, l'enfant s'est retrouvé en foyer. 8 ans, l'enfant, il s'est fait violer en foyer, pénétration anale par un éducateur. La maman qui a quand même des droits de visite et qui fait quand même des démarches le jour où ils arrivent au commissariat, bah, pour déposer plainte, elle tombe sur un agent en fait qui demande à l'enfant: est-ce que tu as des sentiments pour l'adulte qui t'a fait ça? Ce qui est une question qui est totalement scandaleuse. Et elle me raconte ça et elle pleure devant moi. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Donc d'un côté, tu te sens honoré parce que cette personne te fait confiance, mais de l'autre côté, tu te sens tellement impuissant. Ou comme quand j'ai des jeunes qui me contactent, parce que quand je vais voir des jeunes, après, ils s'abonnent à mes réseaux. Quand j'ai un jeune qui m'écrit à minuit parce qu'il est en train de se scarifier et qui me dit qu'il va se suicider et que des fois, je dois discuter avec jusqu'à 1 heure du matin pour essayer de l'égayer et pour l'encourager à ne pas passer à l'acte. Et c'est compliqué, et c'est ce que je dis souvent, il faut être très vrai sur le travail d'éducateur qui est devenu beaucoup plus difficile parce qu'aujourd'hui, on est éducateur, psychologue, psychiatre, on fait tout en même temps aujourd'hui, c'est plus comme il y a 20 ans. Et des fois, même, on remplace l'éducation des parents.
Et surtout, je vois que le fléau de l'absence du père, c'est une catastrophe. Le nombre de jeunes qui me disent, monsieur, j'ai le même sentiment que vous quand vous étiez jeune, mon objectif de vie, c'est de tuer mon père. Le nombre de jeunes qui me disent ça. Et nous, on fait plus de 400 interventions par an. Donc des jeunes, on n'en voit pas des centaines, on en voit des milliers. Que ce soit moi et mon équipe d'intervenants. Et des jeunes qui recherchent même cette autorité. Des fois, on dit souvent que les jeunes sont rebelles. Mais quand vous leur montrez beaucoup d'amour, je peux vous dire que quand ils font des bêtises, je les caresse pas dans le dos. Je peux avoir des discours très durs, mais ils acceptent. Pourquoi? Parce que le moment où je suis avec eux, j'ai une figure paternelle qu'ils recherchent et ils acceptent ça. Tout comme quand on organise des dialogues police-jeunesse, j'ai plusieurs policiers dans l'association, les jeunes nous disent, et pourtant des jeunes qui tirent au mortier, qui ont fait vraiment beaucoup de bêtises, et qui nous disent à la fin, mais pourquoi on n'a pas eu cette sensibilisation à l'école? Donc tout commence par des choses simples, il faut remettre du dialogue entre les gens. Le politique, il aime toujours parler à travers le prisme de l'investissement de millions ou de milliards. Mais ça ne parle pas à monsieur et madame tout le monde. Dire j'ai mis 100 millions pour rénover ci, j'ai mis 50 millions pour faire ça, ça ne parle pas. Quand on dit le budget de la justice, il est passé de 7 à 13 milliards, ça ne parle pas. Les gens, beaucoup de gens le 10 du mois, ils sont déjà dans le découvert et ils sont plus en mode survie. Comment je vais faire pour survivre? Aujourd'hui, il n'y a même plus le rêve chez beaucoup de dire que mes enfants auront un meilleur avenir que moi-même. C'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de jeunes ne veulent pas faire d'enfants parce qu'il y a tellement il y a tellement d'incohérences, il y a tellement de peur vis-à-vis de l'avenir surtout. Et ce qu'on a loupé aussi, je parlais tout à l'heure du virage de l'informatique, on ne sait plus donner des facteurs d'identification à la jeunesse. Et là, je parle de la jeunesse dans son ensemble, qu'elle soit des beaux quartiers, de la campagne ou des quartiers populaires. Nous, on était jeunes, on s'habillait parce que peut-être tel acteur a mis un blouson en cuir que j'aimais bien, euh, tel chanteur, tel artiste, je veux le même pantalon, je mime sa manière de parler, mais aujourd'hui, où sont les facteurs d'identification? Il n'y en a plus. Donc, les jeunes vont sur Internet, ils vont sur Snapchat, Telegram, TikTok. Quand vous tombez sur un bon exemple, tant mieux. Et quand vous tombez sur un exemple fallacieux, ça fait des dégâts incroyables. Tu penses que tout ce qui est numérique et maintenant intelligence artificielle, ça pollue beaucoup la jeunesse? Moi, je dis toujours auprès des jeunes que Internet, c'est comme une voiture. Moi, je suis un passionné de Ferrari à titre personnel, passionné de Formule 1 et de tifosi. Et je suis un tifosi depuis très longtemps. Je peux avoir ma Ferrari, je peux rouler à 300 à l'heure si je roule dans un circuit fermé avec toutes les mesures de sécurité. Mais si sur l'avenue Charles de Gaulle, je roule à 100 à l'heure, que je renverse une personne qui traverse, parce qu'en plus j'ai eu l'outrecuidance de griller un feu rouge et que je tue la personne, ma plus belle voiture du monde devient une arme létale. Internet, c'est pareil. Internet, c'est un outil exceptionnel. On a un accès à la culture, on a un accès au monde que nous, on n'avait pas dans les années 80, quand on l'utilise bien. Mais quand les jeunes, beaucoup l'utilisent, et quel que soit le milieu, pour regarder, pour s'amuser, des vidéos de meurtre, de viol, de décapitation, de zoopornographie, pour s'amuser. Parce que Internet permet de braver l'interdit d'une manière plus importante que nous, on le pouvait à l'époque. Et le jeune, il aime braver l'interdit, il aime voir derrière la porte où il y a écrit ne pas entrer. Et le problème d'Internet, lorsque c'est mal utilisé, de l'accès au darknet, c'est une catastrophe. Donc Internet, il faut éduquer les jeunes. Et le problème de la France, c'est le manque de prévention. On réagit quand il est trop tard. Moi, je dis toujours qu'une société équilibrée doit fonctionner à travers le triptyque prévention, sanction, répression. Mais les politiques sont des cow-boys qui ne parlent qu'à travers le prisme de la sanction et de la répression. Oui, il faut de la sanction. Oui, il faut taper fort au prorata de la gravité de l'acte commis. Mais la prévention, on se rend compte que souvent les gens n'en ont pas. Et la prévention, normalement, c'est avant que le parcours du jeune parte en cacahuète. Or, aujourd'hui, on nous appelle quand le jeune a déjà dévié. Donc, on marche à l'envers. Et on est dans une situation du chien qui se mord la queue. Donc, moi, je suis content, j'ai beaucoup de travail. Mais ce qui est triste, c'est que mon travail, c'est la souffrance des gens. Donc, des fois, on a des cas de conscience aussi. Quelquefois, il t'arrive d'avoir envie d'arrêter, tellement c'est épuisant. C'est marrant que tu me poses cette question. J'ai eu cette sensation il y a 1 mois et demi. J'étais à Avignon, je ne dirais pas dans quel dispositif, mais j'ai eu des jeunes pour qui c'était tellement dur. Moi, j'ai eu des jeunes de 15 ans qui étaient avec moi dans la salle
pas pour tentative, mais pour assassinat, avec des bracelets électroniques à 15 ans. Des jeunes qui ont pleuré dans mon atelier, mais qui à la fin me disent « Je sais que à l'âge de 20 ans, je ne serai certainement pas en vie. » Parce que le danger, les embrouilles, comme ils disent, c'est devenu une drogue. C'est ça qui leur donne de l'adrénaline. Le venin est déjà là. Et je me souviens, je sors de cet atelier, et pourtant les jeunes, ils ont pleuré. Hein, et j'appelle un de mes intervenants, qui est aussi un très bon ami, qui est policier à la vie, et je lui dis on n'y arrivera pas. Et je rentre chez moi le soir, je pleure dans le secret. Je pleure. Je ne le montre pas à mes enfants, je ne le montre pas à mon épouse, mais je pleure. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on a loupé? Parce qu'aucun jeune ne naît délinquant, aucun jeune ne naît meurtrier. Qu'est-ce que l'on a loupé? Qu'est-ce que l'on continue de louper? Et je le dis, moi, je suis très ferme. Un jeune qui déconne, moi, je suis pour je suis pour des peines très fermes. J'ai aucune pitié avec ça. Mais quand je vois que dans la prévention, on n'a rien fait et qu'on attend que les gens basculent du mauvais chemin c'est terrible. Autre chose où j'ai cru que j'allais abandonner, c'était il y a 2 ans. Fin décembre, j'ai un jeune que j'avais eu sur Marseille qui m'écrit sur Instagram. Il m'écrit « Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais je tiens à vous demander pardon. » Et je lui demande qu'est-ce qui se passe. J'ai fait une grosse bêtise, je vais aller en prison. J'entre dans quelques jours dans telle prison. Et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et il ne m'a plus jamais répondu. Donc, ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui a fait la bêtise. Mais quand on est quelqu'un d'engagé, de responsable, on le prend comme un échec personnel, en fait. Donc oui, des fois, il y a des moments où on se dit on n'y arrivera pas. Et puis, pendant 2-3 jours, soi-même, on se remet en question, on essaye toujours d'améliorer les ateliers ou autres. Et après, on repart. Parce qu'il y a toujours ce plaisir de rencontrer des jeunes qui revient. Et on parlait tout à l'heure de liberté, égalité, fraternité, qui pour moi est très important. Mais le rapport des jeunes, et notamment des jeunes des quartiers populaires par rapport à la République, aux institutions de la République, tu les qualifierais comment? Il est beaucoup moins caricatural que ce qu'on nous présente dans les médias. Parce que souvent, on nous présente des jeunes comme des personnes qui n'aiment pas la France. C'est beaucoup plus subtil que ça. Moi, les jeunes que je rencontre, après, je n'ai pas la prétention d'avoir rencontré les dizaines de millions de jeunes de ce pays, mais j'en rencontre quand même beaucoup. Ils aiment tous la France et ceux qui se rebellent ont plus l'impression que le pays ne les aime pas. Et c'est comme quand dans une classe, un prof va vous dire un enfant agité, des fois c'est un signe de détresse parce qu'il se passe des choses difficiles à la maison. Ben, des fois, et c'est pas pour justifier les casses et compagnie, attention, ni les voitures brûlées, je le redis, je suis intraitable sur les peines et aux jeunes, vraiment, je leur rentre dedans de façon très sévère. Mais les jeunes ont l'impression qu'on ne les aime pas. Et j'en veux pour preuve, il y a une vidéo qui était sortie avant la période Covid où il y avait 4-5 jeunes, ils étaient sur un banc dans le quartier où ils habitaient, c'était en Essonne. Et ils avaient pris un drapeau français comme ça et ils s'adressaient, c'était certainement filmé avec un téléphone, « Vous qui nous aimez pas, voilà ce qu'on fait de votre drapeau » et ils ont brûlé le drapeau. Et on voyait des milliers de commentaires, l'immigration, les racailles, ils aiment pas la France, tout ça. Ils n'ont pas entendu le message. Ils ne se sentent pas aimés. Après, selon les cas, ça peut être à raison ou des fois à tort parce qu'il y a beaucoup de suivisme aussi, parce qu'il y a des jeunes aussi qui n'ont rien vécu et qui suivent. Ça aussi, ça existe. Mais il y a ce sentiment d'abandon. Et je suis toujours désolé de voir que les politiques n'ont pas cette approche psychologique de la chose. Sans applaudir un jeune hors la loi, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans son âme? Pourquoi il a le sentiment d'être abandonné? Tu as fait référence à Bali Bagayoko. On a vu le torrent de racisme qui s'est déversé. Moi, j'ai plein de jeunes qui m'ont posé la question, mais dès l'âge de 10-11 ans, Monsieur Bowie, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse pour être vraiment français? Quand un môme de 11 ans se pose déjà la question. Parce que les jeunes qui déconnent, ils sont minoritaires, même dans les quartiers populaires, on le sait. Et les politiques, même d'extrême droite, le savent, puisque tout le monde dit les premières victimes, ce sont les habitants. Donc comment on sait que c'est une minorité qui salit l'image de la majorité silencieuse, mais quand on parle, on salit tout le monde? C'est terrible. Et même moi, au niveau où je suis, toute proportion gardée, bien entendu, moi, je sais aussi les remarques que je peux lire, en fait. Voilà.
C'est pour ça que je dis aux jeunes, n'attendez pas d'être validés comme Français pour être fiers de ce pays. Vraiment, c'est important. Et la responsabilité des parents, Ah bah comment oui, tu la vois? mais tout commence par là. Tout commence par là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il faut accompagner les parents. Aujourd'hui, c'est dur d'être parent, hein. Hmm. Et moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que moi, je suis pour la liberté. Mai 68 a été un vent de liberté exceptionnel. Sauf que ce vent de liberté n'a pas été canalisé. Voilà. Les pédophiles se sont donnés à cœur joie, puisque même chez d'illustres présentateurs, des pédophiles pouvaient aller expliquer qu'ils écrivaient des bouquins pour expliquer comment ils sodomisaient des enfants. Ils étaient applaudis. Donc voilà, il faut la liberté, mais il faut quand même la canaliser. Et il faut expliquer aux jeunes que l'interdit, quand il est juste, il est bon. C'est-à-dire qu'il y a des interdits qui sont bons. Je suis un homme, je n'ai pas le droit de toucher le corps d'une femme sans son consentement. C'est un bon interdit. Et le problème, c'est que avec le mot interdit, on a voulu tellement le bannir que ça a laissé certaines mentalités tordues proliférer au travers de ce vent de liberté qui était important. Donc la parentalité, elle est battue en brèche aujourd'hui. C'est dur d'être parent. Et on le voit, je parlais tout à l'heure de l'absence du père ou la présence nocive. La présence nocive d'un père. Le père qui frappe la maman, le père qui insulte la maman, les enfants. Combien de cas comme ça? Il y en a des millions malheureusement. Donc il faut les responsabiliser et aujourd'hui, il faut créer des espaces de parentalité. C'est des choses que l'on fait. Et moi, j'ai pu voir même des choses où des parents ont pu demander pardon à leurs enfants. J'ai pu avoir des parents qui m'ont confessé que tel enfant, c'était pas par amour, c'était un enfant des prestations sociales. Et comme il ne pensait pas avoir autant, ben cet enfant a été traité de façon beaucoup plus dure. Des fois, on parle avec les parents, on se dit waouh. Et moi, toute la connaissance que j'ai, c'est uniquement ce que les gens me disent sur le terrain. Ce ne sont pas mes études, mon expérience professionnelle, c'est uniquement le rapport avec les victimes et les gens qui sont ostracisés. Donc oui, les parents, il faut les accompagner, on est obligé. On est obligé. Et je pense même qu'il faut les accompagner. Faut même faire, comment dire, je pense, de la prévention en amont, je pense, dès le lycée, dès l'âge de la fac ou autre. Faut accompagner les jeunes sur ce qu'est le monde adulte, sur ce que ça engage d'avoir un enfant, d'avoir un garçon, d'avoir une fille, ce que ça engage dans une organisation de vie. On est obligé maintenant parce que moi, ce que je vois, c'est vraiment terrible. Et des fois, j'ai un petit peu le statut d'oiseau de mauvais augure qui apporte toujours des mauvaises nouvelles. Mais j'aime toujours dire que la France, c'est quand même un beau pays. Je ne perds pas espoir parce qu'il y a des gens formidables. Et il y a beaucoup plus de solidarité sur le terrain que ce que l'on croit. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as des questions pour moi avant qu'on se quitte? Oui, tu as un parcours professionnel que je qualifierais d'exemplaire. Tu sais ce que sont les valeurs de sacrifice, de travail avec tout ce que tu as fait. Mais moi, j'aimerais te demander quel message aimerais-tu donner aux jeunes, justement, qui ont perdu cela, les notions d'excellence, de persévérance, des jeunes qui se sentent perdus, qui peuvent sentir qu'ils ont un potentiel, mais qui ne savent pas comment transformer un potentiel abstrait en capacité concrète. Qu'est-ce que tu pourrais Alors, leur dire? les générations ont beaucoup changé. Mhm, Moi, ce qui m'a énormément marqué dans ma vie, d'abord, dans mes études, j'ai eu un ou deux profs extraordinaires mhm, qui m'ont énormément apporté. mhm, Et quand j'ai commencé ma vie d'industriel, j'ai eu des patrons exemplaires mhm, et qui m'ont montré un chemin. mhm, Alors là, on dit beaucoup souvent que la France se désindustrialise, mhm, mais je pense que quand on commence à travailler, si on arrive à trouver, quel que soit le métier, mhm, quelqu'un dont on se dit « Waouh, il m'inspire, mhm, 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 il va me porter, il incarne des valeurs auxquelles je crois », ça change la vie. mhm, Et moi, c'est ce que j'ai vécu. mhm, Et c'est ce que j'ai essayé de transmettre modestement autour de moi. mhm. Et avec tout ce que tu as fait, ton parcours, en réalité, tu pourrais être tranquille, tu pourrais faire le tour du monde toute l'année. Pourquoi avoir lancé ce podcast? Il y a forcément un message. Bah, il y a le podcast, j'ai des combats multiples. J'ai Mhm, créé un fonds de dotation pour aider les exilés dans le pays. mhm, Euh, je me bats depuis 10 ans pour essayer de créer une maison des médias libres à Paris. mhm, Et puis, il y aura, j'espère, des antennes en province. Et j'ai un combat aussi qui est... J'ai aucune envie
que mon pays soit dirigé par le Rassemblement national en On est 2027. bien d'accord. Et donc, effectivement, tu as raison, je pourrais faire plein de choses avec ce que j'ai accumulé comme argent, mais je suis animé par ces combats Mhm. et qui l'emportent sur tout le reste. Mhm. Et avec le recul, avec tout ce que tu as fait, est-ce que tu peux dire, ou est-ce qu'on peut dire de façon globale qu'on a accompli tout ce que l'on voulait dans une vie, où il restera toujours quelque chose, un regret? Alors, je suis quelqu'un d'angoissé Mhm. et, et mon angoisse, je la résous par l'action. Mhm. Donc, j'ai toujours l'impression que j'ai toujours fait tout ce que je pouvais faire. Mhm. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, mais j'agis. À partir du moment où je n'agis pas, je vais mal. Mhm. Donc, par construction, je n'ai pas de regrets. D'accord. Bah, pour mes questions, c'était bon. En tout cas, je tiens à te dire que s'il y a moyen de travailler ensemble dans cet esprit humaniste et universaliste, tu pourras compter sur moi. Je te remercie infiniment et je Voilà. te remercie également pour tout ce que tu viens de dire pendant les 3 quarts d'heure qu'on a passé ensemble. Merci à Merci toi. beaucoup.